À la une, Alfred Marie-Jeanne affirme son leadership. Il a officiellement annoncé son entrée en campagne pour la collectivité unique. Les patriotes martiniquais ont organisé ce matin un grand rassemblement. Plusieurs centaines de personnes s'y trouvaient. L'amiante continue de nous préoccuper. Depuis plusieurs années, des campagnes de sensibilisation sont organisées pour informer sur les risques liés à une exposition. Nous sommes partis à la rencontre d'une entreprise agréée pour des travaux de dédiamantage. Hector Charpentier est l'un des peintres les plus prolifiques de la Martinique. Il fête cette année 50 ans de peinture, un demi-siècle qui fait de lui l'un des artistes les plus prisés de l'île. Son portrait est à suivre. Et il fallait être en forme aujourd'hui pour suivre le rythme de près de 2h30 de Zumba. Le parking de la Galeria s'est transformé ce matin en une salle de sport en plein air. 250 personnes ont participé à l'événement. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. Un nouveau décès rallonge la liste des accidents mortels de deux roues depuis ce début d'année. Un homme d'une trentaine d'années est mort hier soir. Le conducteur est entré en collision avec une voiture dans un virage à Lens-Charpentier dans le sens Marigot-Sainte-Marie. Il a quitté sa voie pour venir percuter un véhicule. La mort de ce motard porte à 10 le nombre de personnes tuées sur les routes. Et si vous aussi, vous avez des infos, des photos, vidéos à nous faire parvenir, envoyez-les nous par mail à l'adresse info@wipa972.com ou bien encore au 05 96 55 12 12. Une cérémonie de dépôt de gerbes a eu lieu ce matin au pied du monument aux morts de la Savane. Un hommage en l'honneur des victimes et des héros de la déportation. Sur les 20 Martiniquais déportés, aucun n'en est revenu. L'année 2015 marque ainsi le 70e anniversaire de la libération des camps nazis. On écoute les entretiens réalisés par Guy Raphaël Reny. C'est une journée qui est faite pour se rappeler les atrocités de la guerre, des gens qui ont été embarqués ailleurs que de chez eux. Et puis pour ne pas oublier tout ce qui s'est passé et que chose qu'on a tendance à faire maintenant. Donc rappeler les gens qu'il y a des gens, des Martiniquais aussi, qui ont été envoyés en camp de concentration en Allemagne et même en France. Et nous sommes là pour ça. Donc, aujourd'hui, c'est le 70e, dans le cadre de l'année des 70e anniversaire de fin de la guerre, 39-45. On est toujours dans le souvenir de ce qui s'est passé et des souffrances de tous ceux qui ont subi ces déportations. Ouvrons une page politique pour continuer. Branle-bas de combat ce matin dans les rangs des patriotes martiniquais. Plusieurs centaines de militants ont assisté au grand rassemblement organisé par le parti au hall des sports de Rivière-Salée. Un rassemblement qui avait pour objectif de faire le point sur la campagne pour la collectivité unique. L'occasion aussi pour Alfred Marie-Jeanne d'affirmer son leadership. Guy Raphaël Reny. Un projet, une équipe pour la victoire. Le camp patriote s'est aujourd'hui mobilisé avec toutes ses composantes sous la base d'un consensus le plus large possible pour la conquête de la future collectivité territoriale. Au-delà des hommes et des femmes qui composent ces diverses organisations politiques, c'est un socle commun que nous partageons, mettre en avant l'intérêt supérieur de la Martinique. L'idée qui est partagée par les partis qui font partie aujourd'hui de l'Alliance, mais qui est partagée aussi par beaucoup d'autres Martiniquais qui ne sont pas encore intégrés dans cette alliance-là. C'est que la Martinique mérite mieux que ce qu'elle a aujourd'hui à la tête des collectivités. 6 formations rassemblées sous la même bannière, la grande messe du camp patriote a attiré de nombreux militants et sympathisants. Il y a des bonnes idées, c'est eux qui ont des bonnes idées d'après moi. Ce rassemblement, il faut y croire, sinon ça ne marchera pas. Donc j'y crois, oui. Des militants qui sont prêts à renouveler leur confiance au chef de file de l'Alliance incarné par Alfred Marie-Jeanne. Ils m'ont demandé de revenir. Je suis venu vous dire ici solennellement que je reviens. Un leader qui, dans sa rhétorique, a tenu à rappeler les priorités pour faire réussir la Martinique. Rétablir la confiance, rétablir la démocratie, rétablir la transparence, faire en sorte que les dossiers qui étaient déjà là, qui avaient déjà été impulsés, eh bien, soient déterrés. Faire en sorte que la Martinique reparte sur de nouvelles bases. Des discours qui appellent au changement de vision politique, changement de gouvernance de la Martinique. L'actuelle gouvernance fait de la malgouvernance. Il faut absolument changer. Tous les éléments que nous avons avancés démontrent très clairement la mauvaise conduite des affaires du pays. Un meeting satisfaisant pour les participants dont le nombre a été estimé à environ 2000 à Rivière-Salée.
Voilà pour les faits. Passons à l'analyse. André Berton, bonsoir. Nous vous recevons comme chaque dimanche pour notre tour d'horizon de l'actualité politique. Alors, qu'en avez-vous retenu de ce grand semblé, vous qui n'en avez pas manqué une miette? J'ai envie de dire en premier lieu que l'on aurait tort de gloser sur l'alliance des 6. Elle se porte à merveille. À tout le moins, elle en présente l'apparence. Alors voilà des gens capables de mobiliser 1500 à 2000 personnes un dimanche matin à la Martinique avec une organisation parfaite, petits étendards et bouteilles d'eau offerts à l'entrée, sonos professionnels et images des intervenants sur grand écran, autocars réquisitionnés pour les groupes venant de loin, comme cette importante délégation de Sainte-Marie. Suivez mon regard. Dernière personnalité à venir prendre place au premier rang, juste avant que le meeting ne commence, Jean-Philippe Nilor, et aussitôt, un frisson parcourait la foule. Allait-il parler, exprimer des regrets, aller à Canossa? Visiblement, il était convenu qu'il ne parlerait pas et qu'il n'y aurait pas de commentaires à propos de ce 20 G20. Chacun dans une alliance devant s'exprimer. Le communiste Georges Hérichaud insista sur notre médiocre bilan économique. Marie-Hélène Léotin sur l'unité, école de responsabilité. Louis Boutrin de Martinique Écologie porta un premier coup avec, je cite, « la Martinique qui avance vers un gouffre financier, la Martinique qui avance vers une impasse politique ». Plus précis encore dans l'attaque, Francis Carole du Palima affirma que le président de région protège celui par qui le scandale du Sérigmia arrive. Puis Claude Lise du RDM, très applaudi et très en forme avant l'émission de mardi soir sur ATV, Claude Lise porta des accusations graves affirmant qu'à l'élection municipale partielle de Saint-Pierre, il y a peu de temps, les futurs vainqueurs, avaient distribué aux électeurs des téléphones portables et des tablettes numériques, accusant par ailleurs l'État de couvrir certaines pratiques antidémocratiques des deux assemblées locales, de quoi gâcher le week-end du préfet. L'adversaire était ainsi désigné, pas un mot contre la droite et le centre, mais des charges multiples contre Ensemble pour une Martinique nouvelle et son chef de file, le PPM, rebaptisé par Claude Lise, Parti populiste martiniquais. Alors mais André, c'était bien évidemment Alfred Marie-Jeanne que les militants et sympathisants attendaient. Oui, bien sûr, on l'a vu dans le reportage de Guy Raphaël René. Ouais. Et comme nous, au début de son discours, ils ont probablement été surpris. Aux autres, les attaques frontales, aux leaders du MIM, le déroulé du programme de l'Alliance des 6 avec ce leitmotiv, cette ancienne « Je suis venu vous dire que je reviens pour restaurer la confiance, je reviens pour restaurer la démocratie, etc. etc. Je suis venu vous dire que je reviens », applaudissements, foule en délire. L'écologie, l'économie, l'éducation, le sport, les arts, les Caraïbes, un programme complet de gouvernance passé en revue. Fin du discours, standing ovation, applaudissements à tout rompre, musique, c'est fini, non, pas tout à fait. Alfred Marie-Jeanne reprend le micro, fait cesser les applaudissements et prononce à l'intention de Jean-Philippe Nilor cette petite phrase lourde de sens. Lorsque certains camarades veulent s'en aller, je leur mets la main sur l'épaule, je ne les exclus pas. Fin du G20, fin de la brouille, les militants respirent. Très bien, merci André Berton. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité politique. Voilà. Et puis, sachez que le prochain rendez-vous politique d'ATV Martinique, c'est mardi avec Kathleen Bilascopette, l'invité étant Claude Lise. Près de 20 ans après son interdiction, l'amiante continue de nous préoccuper, je vous le disais en titre. Depuis plusieurs années, des campagnes de désiamantage sont organisées pour sensibiliser les entreprises, mais aussi les particuliers sur les risques liés à son exposition. Ici, seules 2 entreprises sont agréées pour procéder au démantèlement d'ouvrages. Nous avons visité le chantier de l'une d'entre elles, Guy Raphaël René. Là, on va trouver la centrale de production d'air qui va alimenter les opérateurs en air lorsqu'ils seront en zone. Là, vous avez le groupe électrogène qui est relié à un inverseur qui permet, en fait, s'il y a une coupure d'électricité, de continuer à être alimenté en électricité. Dans ce bâtiment, il s'agit de préparer un chantier de désamiantage. Une opération qui nécessite quelques précautions en amont, comme ce sas, pour éviter la diffusion des particules d'amiante dans le reste du bâtiment. En fait, ce que l'on va faire, c'est maîtriser le flux d'air. Faites que le flux d'air aille de l'extérieur vers l'intérieur. Et chaque heure, on va renouveler 6 fois le volume total de l'air de la zone de travail. Dans notre métier, les travaux préparatoires sont d'une importance primordiale et sont souvent plus longs que la dépose en elle-même. Là, on est dans une phase préparatoire, donc une phase de confinement. Donc c'est ce qu'on appelle le confinement statique.
L'amiante, un composant plus répandu qu'on ne le croit en Martinique, auquel sont exposés des particuliers et des professionnels sur leur lieu de travail, notamment dans le domaine du BTP. Afin de prévenir les risques, la Caisse générale de sécurité sociale a dédié une journée à ce problème de santé publique afin de rappeler les précautions d'usage. D'abord, la formation des salariés qui demeure très importante et qui a changé sur tous les plans, sous section 3 et sous section 4. Également sur les nouvelles mesures de protection individuelle et collective. Et puis, si on devait retenir un troisième point, sur l'empoussièrement, car cette nouvelle réglementation a introduit une nouvelle valeur limite d'exposition qui sera annoncée à 10 fibres par litre pour 2015. Chaque année, une dizaine de chantiers comme celui-ci sont visités par les contrôleurs de la Caisse générale de sécurité sociale. En 2014, l'entreprise positionnée ici a expédié environ 160 mètres cubes d'amiante vers l'Hexagone. Parlant santé, toujours, sachez que vous pouvez donner votre sang demain sur la place du marché du Marin de 8h à 13h. Don du sang aussi possible, comme d'habitude, à la maison du don du CHU de la Ménard, de 9h à 16h. En attendant, restez avec nous dans quelques instants. Nous nous plongerons dans l'univers du peintre Hector Charpentier. L'artiste expose en ce moment à la Villa à Chanteclair. Son portrait est à suivre. Puis faire du sport tout en dansant, c'était l'objectif de près d'une centaine de personnes ce matin. Un cours de Zumba en plein air avait lieu sur le parking du centre commercial de la Galeria. Mais avant, comment les réseaux de transport seront-ils développés? Combien de logements doivent être construits d'ici à 2030? Autant de réponses auxquelles le schéma de cohérence territoriale doit répondre. 4 communes du territoire de la CACEM sont concernées, Fort-de-France, Saint-Joseph, le Lamentin et Schellcher. Et depuis septembre dernier, des consultations publiques sont organisées pour permettre aux habitants des 4 communes de proposer leurs idées. On écoute ce florilège de réactions recueillies par Michelet François. J'avais participé au premier SCOT il y a quelques mois, en 2014. Et donc, afin de mieux comprendre le schéma territorial de la CACEM, je suis venu pour participer donc, à cette réunion. Nous avons beaucoup à réfléchir sur le nouvel aménagement et la nouvelle dynamique qu'il faut trouver pour que la ville retrouve son embellissement, que les aménagements soient mieux pensés, que ce soit plus en cohérence avec ce que la population souhaite et désire. Et pour en parler plus en détail de ce schéma de cohérence territoriale, nous recevons ce soir le vice-président de la CACEM, France Taudiard. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le SCOT est un document qui définit les orientations de développement de ces 4 communes, mais encore. Alors, je crois d'abord qu'il faut rappeler que l'aménagement du territoire, l'organisation de nos espaces de vie relève d'une vraie science qu'est l'urbanisme. Et donc, c'est un secteur qui est aujourd'hui très, très codifié, puisqu'il y a un code de l'urbanisme. Et les responsabilités des acteurs publics qui interviennent dans le domaine c'est très précis. Alors, d'abord, il faut savoir que notre pays est soumis à des risques naturels, les séismes, les inondations, les cyclones, les mouvements de terrain. Et il relève donc de la responsabilité de l'État d'élaborer ce qu'on appelle donc un plan de prévention des risques naturels et qui détermine les zones constructibles, non constructibles, constructibles sous certaines conditions avec les zones blanches, jaunes, oranges et rouges. Et ensuite, vous avez donc les acteurs publics et collectivités qui interviennent pour organiser nos espaces de vie. D'abord, il y a 3 niveaux qu'il faut retenir. Le premier niveau est le niveau de la région. Le Conseil régional élabore donc le schéma d'aménagement régional qui donne les grandes orientations au niveau du pays. Ces grandes orientations sont déclinées au niveau des agglomérations, le centre, le sud et le nord, dans le cadre justement d'un SCOT, un schéma de cohérence territoriale. Alors justement, vous venez de nous définir quelles sont les problématiques prises en compte par ce schéma. Des réunions publiques se sont tenues en septembre dernier. Plus de 300 personnes y ont déjà participé. Elles continuent toujours. La semaine, on l'a vu, il y a quelques jours de cela également. Pourquoi poursuivre l'expérience? Absolument. Il faut distinguer. Dans l'élaboration du SCOT, il y a 3 temps. Il y a eu un premier temps de diagnostic que nous avons fait il y a 2 ans. Ensuite, il y a eu le projet politique qui est le projet d'aménagement et de développement durable du territoire donc, de la CACEM. Et ensuite, va suivre, est en train de s'élaborer, qui est le document d'orientation et d'objectifs, qui précise les orientations par secteur sur l'ensemble du territoire. Et à chaque étape,
nous faisons de la concertation avec la population pour recueillir leur avis. Et c'est comme ça que nous avançons, j'allais dire, petit à petit, pas à pas, avec la population pour déterminer les orientations et les objectifs en matière d'aménagement du territoire. France Tauzière, est-ce qu'il s'agit vraiment de prendre en compte l'avis de la population ? Ou s'agit-il seulement d'une opération de communication? Pas du tout, pas du tout. Il s'agit véritablement de prendre en compte la vie de la population. Et je peux vous dire, parce que j'ai personnellement animé avec mon collègue vice-président de la CACEM, Émile Gonier, qui est président de la commission, nous avons animé des réunions lors de l'élaboration du projet d'aménagement et de développement durable avec la population sur les 4 communes. Et je peux vous dire que beaucoup de réactions, beaucoup de propositions qui ont été formulées lors de ces débats ont été prises en compte dans le PADD que nous avons arrêté, qui est décidé. Et dernière donc, question, dans François ce cadre-là, quelle est la prochaine étape? Dernière question, quelle est la prochaine étape? Le projet fait en ce moment l'objet d'une consultation, nous l'avons détaillé. Y aura-t-il une révision avant une adoption par la CACEM? Alors absolument. Donc d'abord, il faut rappeler très rapidement que les grandes orientations, donc c'est un environnement qu'il nous faut protéger, c'est les quartiers qu'il faut vous ancrer dans le développement durable, on avait compris. Dans le développement durable, et ensuite préserver donc nos espaces naturels, notamment donc nos espaces agricoles, nos espaces forestiers, etc. Revaloriser la mer, le rivage, et puis faire en sorte que le centre demeure la dernière étape, quelle est-elle? La dernière étape, c'est l'arrêt du projet qui aura lieu donc en juin, et ensuite nous passerons donc à une phase de consultation des personnes publiques associées, les autres administrations et autres, et enfin une enquête publique qui aura lieu donc fin d'année, avant d'arrêter définitivement le document d'orientation et d'objectifs et avant d'arrêter le schéma de cohérence territoriale de la communauté de l'agglomération du centre. Très bien, je vous remercie encore une fois d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et quand on parle d'aménagement du territoire, attention, travaux, si vous habitez entre le quartier du Rocher au Lamentin et le quartier Lacroix à Saint-Joseph. La circulation sur les départementales 47 et 3A sera alternée à compter de demain, et ce pour une période de 1 mois. Des travaux en raison de la reconstruction d'un ouvrage hydraulique. Des perturbations aussi à prévoir demain dans les quartiers Belle Étoile, les hameaux, Choco-Allée, Choco et Boisneuf. L'alimentation en eau potable sera interrompue toute la journée en raison de travaux effectués par la SMU. Immersion à présent dans l'univers du peintre Hector Charpentier. L'artiste fête cette année ses 50 ans de peinture, un demi-siècle qui fait de lui l'un des artistes les plus prisés de l'île. Une vie consacrée à son art qu'il expose depuis jeudi à la Villa Chanteclair. Découvrons un peu plus de l'homme ce soir avec Fanny Marceau. Je suis un artiste qui a habité par ce qu'il fait. Voilà. Définition claire et concise d'un homme simple au sommet de son art. La peinture et Hector Charpentier, c'est une histoire d'amour qui commence quand il a 14 ans, une histoire de famille. Mon père et ma mère peignaient, et quand ils n'étaient pas là, je profitais de leur absence pour pouvoir prendre les pinceaux, les toiles et puis m'exprimer. Mais j'avais quand même le soin de dissimuler tout ça, je peux le dire, sous mon lit. Mais une œuvre n'est pas faite pour rester cachée. Encouragé par ses parents qui lui apprennent les techniques de base, il étudie l'art figuratif, le seul, selon lui, à supporter la notion de beauté. Un critère qui guide son pinceau sur de nombreuses toiles depuis 50 ans et qui demande du temps. Là, pour vous dire, je suis à peu près à 30% de la réalisation du modèle, parce qu'il y a beaucoup de travail derrière. Cette attention, ce sens du détail, c'est ce qui fait le succès d'Hector Charpentier. Avec près de 18 000 tableaux à son actif, le prix de ses œuvres fixé par Drouot atteint 15 000 € pour une toile de cette taille. Pourtant, en Martinique, l'artiste se brade. Vaut mieux que les gens profitent de ma création et non de mettre des œuvres qui sont inabordables. Partager son travail, c'est toute l'ambition du peintre. Et ça commence avec Janine, sa collaboratrice, qui sert aussi de modèle. Depuis plusieurs années, elle l'accompagne au quotidien et le connaît bien. C'est un drôle de personnage. C'est quelqu'un de très passionné, quelqu'un de très sérieux. Mais on va dire dans la vie privée,
C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Et de générosité. Aujourd'hui, Hector a rendez-vous avec son ami chirurgien Auguste. Dans ses mains, la piscine fleurie, un tableau dont il est fier et qu'il veut lui offrir. Il a vraiment beaucoup de facettes, Hector. Cette toile est assez particulière. Elle n'est pas dans la veine de celle qu'on voit habituellement. Mais j'aime bien, j'aime bien. J'ai perdu ma maman il y a maintenant une quinzaine d'années. Et Hector, vous savez ce qu'il a fait, Hector? Un jour, il m'a porté une toile qui était tout simplement le portrait de ma maman. Et le portrait en hyper-réalisme. Des œuvres hyper réalistes, il y en aura sur tous les murs de la Villa Chanteclair. Jusqu'au 30 avril, Hector y expose les œuvres emblématiques des 5 grandes périodes de sa vie. Difficile de savoir laquelle il préfère. Alors je vais vous dire pourquoi je l'affectionne particulièrement, un tout petit peu plus que les autres, pas trop, parce que c'est une technique que j'ai mis au point qui s'appelle le draping. Et le thème, c'est un thème tout à fait local puisqu'il s'agit de marchandes. Des marchandes, des femmes, des regards, des embrassades. En 50 ans, Hector Charpentier n'a pas tari sa source d'inspiration. C'est trop court, j'aimerais avoir encore 100 ans de production. Bon, c'est utopique. L'utopie, le rêve, des limites que la peinture ne connaît pas et que les pinceaux d'Hector promettent de franchir allègrement encore longtemps. On ne présente plus la Zumba à la fois danse et fitness. Le phénomène international s'est aussi imposé dans le paysage martiniquais. Ce matin, le parking du centre commercial La Galaya s'est transformé en une véritable salle de sport à ciel ouvert. Vêtue de vêtements fluo, près de 250 personnes, essentiellement des femmes, se sont déplacées. Volana Razafi Malansoa s'est glissée parmi elles. Certains sont venus en famille, d'autres entre amis. Tous ont été contaminés par le virus de la Zumba. Chaque fois, je vois qu'il y a des affiches, des manifestations, donc on essaie de se donner rendez-vous pour participer et puis brûler un petit peu quelques calories et puis pourquoi pas perdre des kilos en trop. C'est la première fois qu'on a participé à la Zumba en public et donc pour voir déjà qu'est-ce que c'est et pour voir si on adhère. Il y a du soleil, il y a tout, c'est super, juste pour vraiment m'amuser, bien rigoler. Et les adultes ne sont pas les seuls à succomber à cette discipline. Je suis venue ici parce que j'adore la Zumba et que j'aime faire du sport. J'aime bouger, j'aime danser, je danse et je joue. Tenue colorée, mouvements entraînants et ambiance décontractée, la Zumba a attiré près de 250 personnes aujourd'hui. Tous ici espèrent maigrir ou se raffermir en s'amusant. La Zumba, c'est une discipline où tu travailles tout. C'est tout niveau, c'est juste qu'il y en a qui font de la Zumba et qui pensent qu'il faut juste taper des mains pour s'amuser, pour travailler son corps. Non, il faut vraiment aller au fond des mouvements. Organisé par une salle de sport, ce rassemblement gratuit est un coup marketing qui pourrait inciter les plus récalcitrants à se remettre au sport. Au jour d'aujourd'hui, c'est très important la culture physique. Qu'elle soit gratuite ou payante, c'est pas ça le problème, c'est surtout le fait de faire du sport. Et aujourd'hui, ce qu'on a voulu montrer en proposant la Zumba gratuite, c'est qu'on peut faire du sport avec du plaisir. Et si la Zumba est une pratique en grande majorité féminine, elle commence à plaire aux messieurs. Non, il fallait être en forme aujourd'hui. Votre journal local et communal se termine. Restez sur ATV. L'actualité continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Stéphane Lupon pour le magazine de l'actualité sportive.